Ce soir au sommet, des programmes de la Cité au campus d'Alfred de l'Université Guelph. Le bilinguisme officiel de la capitale nationale, toujours sujet de controverse. Le problème, c'est le choix des moyens. Un projet étudiant énigmatique, stupéfaction assurée. Bonsoir et bienvenue au sommet. Je m'appelle John Doucet. Et je m'appelle Hélène Campbell. Et encore une superbe émission ce soir, des sujets captivants et même un costume de marin. Merci, Hélène. Non, merci. Est-ce que tu aimes faire la pêche? Des fois. Oui, c'est une joke plate, mais que veux-tu? Alors, l'entremise Plasco Energy Group s'est placée mardi sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. La municipalité d'Ottawa, qui avait signé en 2011 un contrat avec l'entreprise pour la transformation de ses déchets en énergie, a maintenant l'option de résilier cette entente. Le contrat devrait permettre à la municipalité de réduire de près de 300 tonnes par jour le volume de déchets résidentiels qui sont actuellement enfouis au dépotoir du chemin Trail. La Ville a lancé le mois dernier un appel d'intérêt pour trouver d'autres options afin d'éviter de jeter les ordures dans un site d'enfouissement. Le comité d'urbanisme d'Ottawa a donné son feu vert mardi à la construction de 3 tours résidentielles de 18, 45 et 55 étages au 845 avenue Carling, près du lac d'Ao. Si le conseil municipal valide cette décision, le projet baptisé Sky deviendra l'édifice la plus haute de la ville. La plus haute des tours aura une hauteur de 178 mètres, soit 85 mètres de plus que la tour de la Paix sur la colline du Parlement. Le conseil municipal d'Ottawa se prononcerait sur le projet de Richcraft Homes le 25 février prochain. Et je suis certain que les résidents de cette région attendent la réponse. Oui. C'était journée porte ouverte aujourd'hui au campus d'Alfred de l'Université Guelph en vue des admissions pour l'année scolaire 2015-2016. La Cité y présentait son programme de nutrition, diététique et sciences des aliments. De son côté, le Collège Boréal tenait une séance d'information sur ses programmes de techniques de soins vétérinaires et technologies agricoles. Une cohorte de près de 80 futurs étudiants était attendue. En mars dernier, l'Université de Guelph, principale gestionnaire des programmes offerts au Collège d'Alfred, annonçait la suspension des cours dès 2015 en raison de restructuration financière. La Cité et le Collège Boréal ont pris la balle au bond et ont offert de livrer les principaux programmes temporairement, offrant ainsi un sursis au Collège d'Alfred. Mais aucun plan à long terme pour le seul collège francophone spécialisé en agriculture de l'Ontario n'a encore été proposé. Bien, pour moi, c'est très important de présenter le programme pour pouvoir expliquer aux gens ce qu'on fait, ce qu'on offre comme formation, pouvoir intéresser les gens, leur expliquer un peu ce qui se donne ici comme formation. Puis, dans le but possible d'avoir de futurs étudiants en septembre. Je trouve que ça nous donne beaucoup d'informations. Moi, j'ai appris ça il n'y a même pas une semaine que ces programmes seraient disponibles. Puis, pour le moment, je suis vraiment satisfaite des présentations et tout. Parce que c'est une façon pour les étudiants de confirmer leur choix ou d'au moins explorer des possibilités pour leur avenir. Un projet étudiant énigmatique, stupéfaction assurée. On passe d'une nouvelle sur la survie d'une institution francophone en Ontario à la situation du français dans la capitale nationale. Présentement, nous sommes en tournage à Ottawa, où le français tente de plus en plus de faire sa place, surtout avec les festivités du 150e du pays qui arrive à grands pas, ce qui relance la question du bilinguisme officiel. Voici un reportage d'un étudiant de la Cité sur ce sujet percutant. Le fait d'avoir une capitale qui est également bilingue, c'est une chose qui est assez primordiale, même si la majorité de la population à Ottawa parle anglais. The language police is making their way into our local restaurants and bars. Non, je suis pas content, moi, de la situation actuelle. Je veux plus de services en français. Mais je veux les négocier plutôt que de les imposer. Et la communauté francophone d'Ottawa voudrait que la ville d'Ottawa devienne officiellement bilingue. Ça, c'était la grande préoccupation. Il y a un long mouvement de bilinguisation en général
dans la ville d'Ottawa depuis longtemps. C'est-à-dire que les gens qui, comme moi, ont vécu au moment de Charlotte Whitton, qui était la mairesse de la ville à l'époque, c'était le Moyen Âge quasiment. Le français n'existait quasiment pas. Et depuis 40 ans, il y a eu un progrès continu. C'est-à-dire que par négociation, on a réussi à obtenir infiniment plus de place dans la vie communautaire. Donc de là, a été mis en place un comité pour le développement d'initiatives favorables au bilinguisme. On a en ce moment des gens qui pensent que la ville d'Ottawa, comme capitale du Canada, donc capitale d'un pays bilingue, devrait avoir une politique de bilinguisme, et c'est pour ça qu'il y a des gens en ce moment qui font ce type de demande. Le problème, c'est le choix des moyens. Est-ce que le moyen d'arriver à ça, c'est, comme on le fait en démocratie, de convaincre les citoyens qu'il faut le faire? Ou bien s'il faut utiliser des moyens judiciaires pour imposer de force à la population, qui est en majorité anglophone, un état de fait qu'ils n'ont pas tout à fait digéré ou accepté encore. La ville d'Ottawa elle-même publie l'ensemble de sa documentation dans les deux langues, l'affichage dans les deux langues, etc. Donc la ville a fait un certain travail. Hein? C'est pas encore la grande noirceur, on est sorti de ça. Mais les commerces, le public, avoir l'habitude d'accueillir les gens, bonjour, welcome, etc., ça, c'est pas du tout passé dans les mœurs. En termes de droits des minorités, je trouve que il y a un manque important, ce qui est trait au service que seraient en droit de recevoir les francophones, mais aussi à la garantie qu'ils devraient avoir par rapport à ces services-là. Ça arrive souvent. Moi, j'habite dans une petite communauté en dehors, à l'extérieur d'Ottawa, qui s'appelle Embrun. Il y a une petite communauté vraiment franco-ontarienne, vraiment bilingue. Donc, mes services, je les ai en français. Mais quand j'arrive ici dans la grande ville, je regarde, je vais aller sur le chemin Montréal, on va aller quelque chose. Je ne l'ai pas, ce service-là. Ça arrive pas souvent. Puis il faut souvent aller voir plus loin, demander, mais quand, as-tu quelqu'un qui parle français? Oui. Il est en arrière en train de laver les toilettes, mais pourquoi est-ce que lui n'est pas en avant, vu qu'il est bilingue, puis il est pas en train de servir des gens? Ce couple bilingue qui demande qu'on serve son 7-Up en français dans un rôle d'Air Canada, puis qui va en cours pour ça. Il dit, ce qui donne une mauvaise presse au bilinguisme, puis au service en français. Les gens ne vont pas se mettre à fonctionner dans les deux langues spontanément. Ça fait 50 ans qu'on a la loi sur les langues officielles à Ottawa. Ça a à peu près strictement rien changé dans le taux de bilinguisme des anglophones, par exemple. Et donc, on se demande bien pourquoi demain matin, il y aurait une célébration du bilinguisme à Ottawa s'il n'y a pas eu cette célébration depuis une quarantaine d'années. Et c'est pour achever un projet qui n'est pas achevé. Parce que depuis les années 60, que c'est une revendication qui revient sans cesse. Donc, nous, on reprend un peu le flambeau parce qu'on pense que c'est un bon moment, que la conjoncture serait favorable à cause de 2017, que la conjoncture serait favorable à l'officialisation du français et de l'anglais à la ville d'Ottawa. Il y a des tas de problèmes qu'on peut régler qui demandent des accommodements qui sont raisonnables. Et on n'a pas de raison de penser que notre partenaire dans ce cas-là n'est pas raisonnable. Donc, utilisons cette voie-là. Suite au reportage, nous vous posons la question suivante sur la page Facebook d'Au Sommet. Vous sentez-vous à l'aise de démarrer une conversation en français dans les commerces d'Ottawa? Et pour en discuter, j'ai ici au studio avec moi Héloïse, Karine et Alex. Alors, pour vous, est-ce que vous vous sentez à l'aise à commencer une discussion en français au commerce ici à Ottawa? Moi, je dirais ce que je vais commencer, que non. Je pense que Ottawa est supposément une ville bilingue en pratique, selon le maire Jim Watson, mais je pense que ça n'est vraiment pas le cas. Personnellement, je me sentirais pas à l'aise de rentrer dans un magasin et commencer à parler en français. En plus, moi, je suis une francophone, je suis originairement de Montréal et pourtant, quand je suis à Ottawa, j'ai plus tendance à parler en anglais parce que j'ai l'impression que je dois m'adapter aux autres et que le français, si j'essaye de parler dans cette langue-là, personne ne va me comprendre. OK. J'ai une question générale. Quels sont les impacts différents qui amènerait un bilinguisme officiel ici? Bien, premièrement, le bilinguisme officiel pourrait amener une certaine identité aux francophones qui demeurent à Ottawa. Premièrement, les impacts ne seraient pas tant gros. La ville ne changerait pas complètement, mais ça pourrait amener une certaine comme j'ai dit plus tôt, une identité aux francophones. Parce que le monde se trompe en pensant qu'Ottawa, c'est vraiment bilingue comme ville et ils arrivent ici, ils parlent français, puis ils voient que vraiment c'est plus anglais qu'autre chose.
Et en instaurant genre, plus la francophonie dans la ville d'Ottawa officiellement, ça pourrait peut-être avoir un impact plus positif, certainement. Oui, ben moi, je trouve aussi que c'est un côté identitaire en tant que franco-ontarienne. Moi, je suis habituée que si je veux me faire servir en français, je vais aller dans les commerces puis je vais dire, ben moi, je veux me faire servir en français puis je vais demander pour quelqu'un. Puis j'ai vu dans la vidéo, le reportage qu'on a vu, Jean-Philippe Héroux, c'est l'ancien président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Il a dit, moi, il faut que j'arrive puis il faut que je demande quelqu'un en français, puis en arrière, tu es en train de laver les toilettes. Mais pourquoi, si la ville est bilingue, là, ces gens-là, ils vont avoir un emploi, puis les personnes qui peuvent parler les deux langues vont pouvoir avoir plus d'opportunités dans le monde de l'emploi. Ils vont avoir plus de chances d'avoir des différents emplois au fédéral ou peu importe. Puis, je trouve que ça fait assez longtemps, ça va avoir un impact positif. On a eu assez de batailles. Oui. Puis là, on l'avait déjà demandé le 14 février 1970. La Commission royale d'enquête avait dit on veut une ville d'Ottawa bilingue. Donc, je pense que ça fait assez longtemps qu'on le demande, puis que c'est rendu temps que même les anglophones, si les anglophones commencent à nous supporter, c'est parce que c'est le moment de le faire. Alors, j'ai une question, excuse-moi, je suis vraiment pas bas avec le mot, un linguisme officiel. Pensez-vous que serait davantage de protéger la langue ici, officielle ici au Canada, en Ontario, ou l'expansion de la langue? Moi, je pense que c'est vraiment un bon début, parce qu'en ce moment, vu que c'est juste du bilinguisme pratique, ça veut dire que la protection du français dépend vraiment du gouvernement en place. Alors, si le gouvernement n'aime pas les francophones, il va décider d'enlever certaines mesures, il va peut-être pas protéger les droits, tandis que si c'était une loi, tout le monde serait obligé de le respecter, peu importe leur opinion personnelle envers les francophones et le français. Alors, c'est vraiment une manière de le protéger. C'est pour ça que c'est super important de faire un bilinguisme officiel. Déjà, à Ottawa, dans la ville d'Ottawa, il y a 143 000 personnes qui parlent français comme première langue. Et depuis 2007, ça a augmenté de 10 %. Donc, protéger, oui, mais aussi ça pourrait faire une expansion de la langue française qui pourrait, comme Karine a mentionné, ouvrir plus de postes d'emploi. Et si la langue officielle, si Ottawa devient une ville bilingue officielle, donc il pourrait avoir plus d'opportunités pour les francophones qui demeurent à Ottawa. OK. Pensez-vous que le bilinguisme officiel et pratique, est-ce que l'un mène nécessairement à l'autre? Pas nécessairement. Oui et non, parce que c'est plus... Excusez-moi. Le bilinguisme, officiel, comme j'ai dit, c'est une identité, et le pratique, c'est juste le monde qui parle dans la ville d'Ottawa. Mais on va prendre comme exemple d'autres pays qui ont, comme officiellement, qui sont bilingues. Comme le Canada, c'est français et l'anglais. On va prendre comme exemple la Belgique qui parle le français et le flamand officiellement. Donc, d'après moi, la capitale d'un pays bilingue devrait être bilingue officiellement. Donc, la capitale de la Belgique est Bruxelles, qui est officiellement bilingue avec le flamand et le français. Donc, pourquoi est-ce que Ottawa n'est pas officiellement bilingue, comme l'exemple de Bruxelles que j'ai utilisé? Moi, j'aimerais rajouter que la différence, c'est que pratique, il dit que partout c'est bilingue. Mais on a vu dans un article de Denis Gratton dans Le Droit qu'il y avait un projet de loi qui avait été annoncé, puis que c'était seulement en anglais sur le site, puis il dit vous pouvez l'obtenir en français sur demande. Donc lui, il a contacté, et sur demande, il a dit je peux te sortir tout ce projet de loi en français, puis il a dit qu'il a quasiment fait rire de lui parce que, ben non, c'est bien trop long, on ne peut pas vous le donner en français. Mais si ça aurait été officiel, ça aurait été par la loi, tu es obligé de donner tout ce projet-là en français pour nous, pour les Franco-Ontariens. Donc, ça serait ça la différence. On aurait toutes ces disponibilités-là. Au moins, si c'était officiel, les gens pourraient avoir certains recours. Si leurs droits ne sont pas respectés, ils pourraient aller porter plainte et vraiment faire un suivi de cette plainte-là. Tandis que maintenant, si personne ne respecte tes droits en tant que francophone, il n'y a rien qui se passe. Là, ça se perd dans un océan bureaucratique, ça finit jamais. Il n'y a rien qui arrive. Vous avez tout un bon français. Et moi, je suis née dans une maison où je parlais complètement le français. Jusqu'à 5 ans, je ne parlais pas l'anglais du tout. Mais avec le temps, ma question pour vous, parce que moi, ça m'a affectée, au niveau de l'éducation, quels seraient les impacts d'un bilinguisme officiel? Vous connaissez ce que je veux dire. Quels seraient les impacts, c'est la conservation de la langue ici? Bien, surtout qu'ils veulent ouvrir une université à Toronto. Il y a eu une grosse conférence avec Kathleen Wynne, la première ministre d'Ontario. Ils ont dit on veut une université franco-ontarienne parce qu'on a déjà une université à Ottawa.
Mais souvent, quand on s'inscrit dans un programme, qu'on arrive vers les deuxièmes années ou peu importe notre programme, on n'a plus de cours en français disponibles. Oui. Donc, c'est pour ça que dans l'éducation, ça serait bien. On a déjà la cité collégiale, puis Boréal, mais il faut encore plus d'éducation parce que la plupart des gens, ils vont pas étudier en français après en Ontario. Les impacts que ça pourrait avoir sur l'éducation en Ontario, ça pourrait être immense parce que, surtout dans la région d'Ottawa qu'on parle, on vit dans une région où un côté de la rivière, ça parle complètement l'anglais et un petit peu le français. Et l'autre côté de la rivière, c'est principalement le français et un petit peu l'anglais. Donc, ça pourrait ouvrir beaucoup plus d'opportunités, par exemple, d'emploi aux enfants s'ils apprennent le français sur une base régulière, sur une base officielle, comme on dit dans la région d'Ottawa. Ça pourrait offrir beaucoup plus de services aussi, n'importe quoi. Ça pourrait juste aider le français, l'autre bord du pont. Maintenant, j'ai une dernière question. On n'a pas beaucoup de temps avec la réponse, mais quel est le rôle de la population anglophone dans l'instauration le bilinguisme ici officiel? Bien, à Ottawa, c'est une majorité d'anglophones. Alors, on a absolument besoin du support des anglophones pour instaurer ce bilinguisme. Et c'est pour ça que, dernièrement, on en parle de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'anglophones qui sont du côté de ça. Il y a de plus en plus d'anglophones qui le supportent. Et vraiment, si les anglophones étaient déjà encore pour ça et plus pour ça, puis qu'il y avait une pression politique, ça se serait déjà passé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de pression politique. Alors, il n'y a personne pour motiver le maire à instaurer un bilinguisme officiel. Alors, vraiment, on a besoin à 100% du support des anglophones. C'est important, c'est essentiel. C'est comme le mouvement féministe. Oui. Ils ont réalisé que les hommes doivent s'impliquer pour que ça réussisse. Donc, les Anglais doivent venir avec nous. Puis, on ne veut pas leur faire peur. C'est juste, ils savent que c'est la justice. OK, merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui pour cette discussion. Merci à nos participants à la maison et restez de notes pour la suite du sommet. Bonjour, je m'appelle Nicolas Duval, je suis directeur technique pour l'émission Au Sommet, en direct de la Cité. Être directeur technique, c'est s'assurer que ton équipe manque de rien, c'est s'assurer que tout marche, que quand on va rentrer en onde à 18h, qu'il y ait une image, qu'il y ait du son. Mais moi, je m'occupe du technique, je m'occupe plus du contenant que du contenu, d'aller chercher, de réserver l'équipement qui est besoin pour l'émission. Je m'assure que les branchements, tout ce qu'on a besoin de patchs, d'acheminement sont faits pour l'émission, par exemple un logo dans un moniteur ou peu importe, ou qu'ils soient capables de réparer, de remplacer, de changer, peu importe, que ce soit une lampe brûlée, il faut qu'il soit là et qu'il soit rapide. Puis c'est aussi de prendre soin de ton équipe. Maintenant, on vous présente un projet étudiant réalisé par Frédéric Lasselle, qui est ici avec nous, autour duquel plane le mystère. On l'écoute et on vous revient après pour démystifier le tout ensemble. Parfait. Parfait. C'est ma petite fille qui est décédée il y a 2 ans. Elle s'est noyée ici, là. Dans la rivière ici? Dans la rivière ici. Puis après ça, c'était plus pareil. Moi et ma femme, on se blâmait un l'autre. Puis à un moment donné, on n'était plus capable d'être ensemble du tout. C'est un de mes collègues qui m'a donné une adresse parce que ces gens-là, ils aidaient les personnes qui avaient eu des décès. Comment qu'elle s'appelait cet organisme-là? C'est le RPPO. Actif depuis 2011, le regroupement de perte de proches en Outaouais est une pseudo-organisation indépendante qui vient en aide aux gens qui ont perdu un proche dans leur entourage en se rassemblant. Ce qu'ils font et ce qu'il se passe dans leur rassemblement reste un mystère. Leur vrai but, là, c'est le contrôle. Le contrôle puis l'argent. L'argent? Oui. Je les ai versé à peu près 10 000 $. Avez-vous un autre moyen de les contacter? Ça, c'est le site? Oui, c'est le site, c'est juste là. Comme on peut voir, de la RPPO. Sur le site, il y avait un lien courriel.
Donc, on a envoyé des courriels, on a communiqué un petit peu. Puis, il nous a laissé son numéro de téléphone. Tu l'appelles, ça? On l'appelle? Allô? Oui. Oui, est-ce que je parle bien au représentant de la RPPO? Oui, c'est Steve Bérubé. Je vous ai envoyé une couple de courriels. Je suis tombé sur votre blog de la RPPO. Puis c'est ça, je me demandais qu'est-ce que vous faisiez, est-ce que vous aviez des regroupements en Outaouais ou quelque chose, parce que je vois que ça vient de l'Outaouais. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu mes 2 parents. Oui, ça serait parfait. Prendre un café. OK, à mercredi. Merci. Au revoir. Pourquoi tu ris, man? Le gars, il est là. S'il voit moindrement que t'es pas sérieux, là, t'es barré, ce gars-là. On va voir, c'est une autre texte. Ah, ben, ok, ben, bonne chance, là. Je pense que ça va être correct, là. C'est good. Faut pas stresser, là. Les spots. Attention, il passe proche du char. Oui, c'est ça. Michel? Michel, enchanté. Ça te plaisir? Ah oui, vous-même? Oui, merci. Écoute, je peux pas rester bien longtemps. J'ai un autre rendez-vous. Donc... c'est ça, comme je disais sur le courriel, j'aime bien votre philosophie, dans le fond. Comme je suis intéressé à vos idées, puis je pense que ça me ferait du bien. Parfait. T'as-tu le temps, pareil, de prendre un café ou... Oui, comme je te dis, j'ai un petit 15-20 minutes. Là. OK. Fait que, oui, c'est genre. Fait qu'un café, c'est bon? Ça te va? Parfait, oui, Deux. Parfait. Je vais aller te chercher ça. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Désolé s'il est chaud, là, j'avais pas trouvé de petits... Tes parents, c'est arrivé? Ben, c'était un accident de char. Là. Les deux étaient dans le même char. Fait que les deux sont partis en même temps, dans le fond. J'ai bien hâte que tu viennes avec nous autres, que tu viennes voir qu'est-ce qu'on fait, puis comment est-ce qu'on s'y prend, puis ça fait plaisir de te rencontrer. Oui, ça m'a fait plaisir aussi. Puis bien, on se parle, je te laisse. Merci d'avoir pris le temps d'être venu. Parfait, ça me fait plaisir, on est là pour ça. Et puis, je t'envoie les infos le plus tôt possible. OK, ben merci beaucoup. Merci Steve. À samedi. Yo, c'était clean. Tu t'es rendu compte de rien, là. Un endroit en toute confidentialité, tu peux dire ce que tu veux, personne va te juger ou se moquer de toi. C'est la beauté du groupe. Yo man. T'as vu ça? Tout le monde a amené sa donation, sa cotisation. Ouais. Parfait. Fait que c'est là, on va juste passer ça. Là, c'est combien? C'est 50 Oups. Ok, je le savais pas, fait que j'ai juste 5 piastres. Ok, ben pour ce coup-ci, c'est bon, mais la prochaine fois qu'on se réunit, ça va prendre l'argent. Ok. Ben, c'est bon. C'est la première fois, c'est vrai, je pense pas te l'avoir dit. Ok. Dans les messages. Parfait, alors, bienvenue mes chers amis. On est ici aujourd'hui pour se recueillir. On accueille Steve avec nous pour la première fois. J'espère que tu vas bien aimer ça. Aujourd'hui, comme à toutes les autres fois, on va y aller avec une concoction. C'est quoi? Ah, fais-toi-en pas, c'est pour t'aider à te sentir mieux. Ça va? Ok. Tu vas voir, il n'y a pas de danger, il n'y a pas... Les fonds qu'on reçoit, que les gens donnent, vont une partie pour ça. Il y a des gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de s'ouvrir. Hey, je me sens pas bien, je veux juste... Parfait.
parfait. Écoute, c'est souvent comme ça la première Ouais. fois. Prends un petit 2 minutes, Ah. là, va t'accoter si tu veux, puis Ouais. on va continuer. Puis, Ah. Oh, fuck that, man. 2 minutes dans des calices, man. Fuck it. S'en fout. Je suis pas bien. Gros, je suis tout étourdi. Il y avait un gun, calice, près de... Il y avait un gun, man. You, Peria? Je sais pas. Fuck, attends, on va attendre Peria. Qui a écrit le chat? Calice. Go. Attends, on va pogner le P, là. Let's go. Je sais pas, man. On est carré. Ok, je le tiens, va partir le champ. Va partir le champ, va partir le champ. Ah ouais, let's go. Hey man, c'est une fucking nice. Va l'autre bord, va l'autre bord. Va l'autre bord. Pogne une canne. Fuck. Fais le tour, ça passe pas là, c'est un cul-de-sac. Oh, tabarnak! Tourne-le. Ça va rouler. Hein. On aurait pu se faire shot. On s'en calisse là, je peux rien faire. Wow! Frédéric, parle-moi de ton documentaire. Ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'on l'appelle? En fait, le projet SECTA, c'est un projet dans le cadre de mon cours de réalisation ici à la Cité. OK. Mon équipe, c'était Louis-Philippe Langlois puis Olivier Perriard. Ensemble, on a décidé de faire un faux documentaire. C'est une idée qu'on a eue ensemble, puis à la base, ce qu'on voulait faire, c'était un documentaire sur une secte qu'il y avait en Outaouais. Mais on a décidé d'en créer une à 100%. On a créé un site web, on a créé des faux articles de journaux, on a fait beaucoup de recherches pour que ce soit crédible. Puis on a essayé aussi de le faire accroire à notre professeur de réalisation. Ça n'a pas pris longtemps avant qu'il se rende compte que notre projet, c'était de la fiction. Fait qu'il est venu de notre côté, puis il nous a vraiment aidé à mettre de la crédibilité là, dans notre faux reportage. Nous autres, c'est la secte s'appelle le RPPO. C'est le regroupement de perte de proches en Outaouais. C'est complètement fictif. Puis, c'est ça, c'est comme un groupe auquel, quand quelqu'un perd un proche, peut aller se recueillir avec eux autres, mais ça s'avère que c'est une secte où est-ce qu'il y a des donations qu'il faut qu'ils soient données, puis des trucs comme ça. Oui. Fait que c'est ça. C'est faux. Tout est faux. Oui, tout est faux. On était les seuls dans la classe à le savoir. C'était une surprise. Là, on l'a présenté dans le cadre du DJ60. OK. Puis on a essayé de garder le secret le plus longtemps possible. C'était difficile avec nos collègues qui nous posaient des questions sur nos tournages, notre expérience, des trucs comme ça. Mais ouais, on a gardé ça en secret là, pendant une couple de mois. Wow, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce qu'il y avait du monde qui croyait que c'était vrai? Oui, bien, j'ai reçu des commentaires de des gens qui m'envoyaient des messages disant « Hey, c'est-tu vrai? Ça se peut pas qu'il y ait ça dans ma ville? » Des trucs comme ça. Wow. Là, il a fallu leur dire « Non, c'est pas vrai, parce qu'on veut pas que ça se rende à la police de Gatineau ou n'importe quoi. » Fait que, ouais, j'ai reçu des commentaires de des gens, plus qu'on aurait cru, en fait, parce que nous autres, on pensait vouloir faire... à croire à nos collègues de classe qu'on faisait ça sur une secte, mais en fait, plus de gens y croient qu'on aurait cru. Wow, c'est super. Merci tellement pour ton temps, Frédéric. Pas de problème, ça fait plaisir. C'était super, merci.
C'est vraiment intéressant, dans le fond. C'est un beau projet qu'on a mis sur pied, ça fait environ, je dirais, 2 ans. C'est vraiment très innovateur. Je serais curieuse de voir ça. Ouais! Je peux t'amener une photocopie la semaine prochaine, si tu veux. C'est pas qu'on s'ennuie, mais il faudrait peut-être y aller, hein, commence à être tard. C'était pas le fun. Oui, c'était pas mal de fun. Je veux rester encore un peu. Ah, chérie, je t'avais averti, là, je me lève tôt demain matin. Il va falloir y aller. Bon ben, vous le savez, n'importe quand. Ah ben merci, hein, c'était bien bon le souper, merci Laurence. Bonne chose, Sarah. Eh bien, mon nom. Je veux pas partir! Je veux pas partir! Non! Je t'avais averti, là, il faut y aller. Non, c'est le fun ici! Je veux pas partir! Non! Je veux pas partir! Non! Cool, donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont partis? Je voulais qu'ils restent, moi. Je veux pas aller me coucher. Donc, c'est ça. La politique indique qu'en cas d'incendie, il ne faut pas faire paniquer le public. Donc, on utilise le message suivant. Monsieur Dumas est demandé à la régie. Monsieur Dumas est demandé à la régie. Exactement. OK. Guys, le feu est pogné dans le sous-sol. Le feu est pogné dans le sous-sol. C'est bon, je m'en charge. Monsieur Dumas est demandé à la régie. Monsieur Dumas à la régie. Le feu est pogné dans le sous-sol. Nous allons maintenant rejoindre John, qui est présentement avec des étudiants de la Cité, afin de connaître leur opinion sur les questions du bilinguisme. Allô Hélène, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ça va? Comment ça s'est passé la discussion? Très bien, très bien. Et c'est à vous Super. maintenant. Oui, merci. Alors justement, je suis ici avec des élèves de la Cité. D'abord, j'aimerais vous ramener à la question Facebook. Nous avons demandé sur Facebook exactement si les gens se sentaient à l'aise de démarrer une conversation en français. Et avec moi, j'ai quelques réponses. Merci à vous. Alors, je vais commencer avec la réponse d'Andréane. Elle écrit que non, pas du tout. Je me débrouille bien en anglais. Voilà pourquoi je le pratique en allant à Ottawa. Et je crois définitivement pas que tous les commerçants d'Ottawa parlent français, malheureusement. J'ai demandé quelque chose en français dans un restaurant une fois et la personne m'a regardé super insultée de penser qu'elle parlerait en français, mal à l'aise pour moi. Ensuite, Maxime nous écrit « En principe, je parle toujours dans la langue de la ville où je suis. Pour moi, Ottawa est une ville anglaise, donc je serais moins à l'aise de parler en français et je m'attendrais à me faire moins comprendre. » Et finalement, Karine nous écrit Elle dit « Non, pas du tout. J'ai même l'impression de venir d'une autre planète et ce qui me choque le plus, c'est que nous, de l'autre côté de la rivière, elle parle du Québec, on se fend le cul pour donner un service bilingue. Je crois que ce qui est bien pour un devrait l'être pour l'autre. » Alors ça, c'est une très intéressante, un très bon commentaire. Merci à vous trois. En particulier, je trouve le dernier intéressant parce qu'ayant de la famille anglophone unilingue au Québec, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça et ils trouvent qu'il y a des services manquants pour eux. Donc, c'est assez intéressant de voir le revers de la médaille. Et maintenant, je vais vous lancer la question Facebook. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de démarrer une conversation en français à Ottawa? Qui veut prendre l'exemple? Veux-tu... Je vais y aller. Oui? Je vais prendre comme exemple, quand je vais mettre de l'essence sur Montreal Road en sortant de l'école. Oui. Je rentre dans une station-service et je vais me faire servir. Donc, je dis bonjour en anglais et je me fais servir en français et je suis toujours surpris de me faire servir en français. Donc, d'habitude, j'ai toujours comme première idée d'y aller en anglais et je trouve que c'est quelque peu normal de parler en anglais premier
à Ottawa. Mais je trouve ça très bien quand je me fais servir en français. Donc, pourquoi pas installer la langue officielle à Ottawa en français et en anglais. OK, merci. S'il y en a d'autres qui... Moi, je pense que ça dépend un peu de ton habilité à parler deux langues. Parce que moi, je suis assez habile à parler l'anglais, donc j'ai pas souvent de problème. Donc, quand j'ai l'occasion, je parle anglais, je m'adapte. Mais si quelqu'un ne parle que le français, je pense que des fois, il peut arriver dans un endroit où le préposé, par exemple, ne parle pas français. Et puis, le préposé peut le regarder bizarrement, il peut trouver ça bizarre. Mais je pense que ça dépend vraiment. Parce que moi, je parle facilement anglais, donc j'ai pas de problème. D'accord. Donc, tu t'adaptes à la situation. Ça, je m'adapte. Si la personne ne peut pas parler, je vais m'adapter. Mais si tu ne peux pas t'adapter, des fois, là, il peut avoir problème. Je vois. OK. Eh bien, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont québécois et qui habitent au Québec. Il y en a certains d'entre vous qui sont québécois et qui habitent à Ottawa. Il y en a certains qui ne sont pas québécois, qui habitent au Québec. Et nous avons aussi une franco-ontarienne. Alors, on a vraiment des différents groupes. Et j'aimerais savoir si... je vais commencer avec ceux qui ne sont pas franco-ontariens, qui ne sont pas spécifiquement de l'Ontario. Est-ce que ce sujet, ça résonne pour vous? Est-ce que vous vous sentez impliqué dans ce débat? Pour moi, bien sûr, parce que ma langue maternelle, c'est le français. Donc, d'abord, le Canada est un pays bilingue. Donc, notre capitale soit bilingue, c'est juste la logique. Donc, pour moi, c'est important. OK, merci. Moi, je pense que ça serait un plus si Ottawa était une ville bilingue, mais je pense que moi, originellement, je ne suis pas d'Ottawa. Alors, quand je suis venue ici, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde parle français. Dans ma tête, Ottawa, c'est quand même en Ontario, alors c'est normal qu'eux, ils parlent anglais et que ce soit normal. Et alors, si on veut faire d'Ottawa une ville bilingue, c'est vraiment un plus, c'est bien, mais c'est pas quelque chose non plus qui est obligé d'être comme essentiel. Ça dépend vraiment de... OK. Ouais. Et pour la situation minoritaire, parce qu'en Ontario français, c'est clairement une minorité entourée d'anglophones. Karine, comment toi tu te sens là-dessus? Moi, je trouve que c'est vraiment important que Ottawa soit bilingue parce que depuis que je suis tout petite, j'ai appris que quand je vais à quelque part, j'essaie de parler en français puis d'avoir mes services en français. Parce qu'en tant que minorité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu apprennes à apprivoiser puis commencer à essayer d'encourager les gens à apprendre le français. Puis même au Québec, les anglophones qui sont en minorité, bien, ils doivent apprendre à essayer de demander leur service en anglais pour qu'ils soient disponibles. Oui. Donc, tu vas parler aux gens, puis tu essaies de demander. Puis moi, je trouve ça vraiment important. Puis depuis que je suis à la Cité, je suis contente qu'il y ait une école, un collège franco-ontarien, mais à l'université, parfois, il n'y en a pas. Donc, il faut toujours qu'on ait des batailles comme ça, mais c'est normal, on est en minorité. Donc, c'est juste une situation, il faut qu'on s'adapte. Et je vais te demander, Hugo, étant français dans cette situation-là, comment tu te sens et comment tu le vois, cette perspective? Pour moi, le français, je trouve que c'est quelque chose d'important, pas seulement dans le Canada, mais aussi partout ailleurs, parce que c'est le français et l'anglais aussi, c'est la langue parlée dans les 5 continents. Je trouve que le français, c'est vraiment important. Parce que ça peut donner un plus et tu peux multiplier tes chances sur le marché de l'emploi aussi. Et c'est vraiment un bénéfice et c'est une richesse de parler le français. Tu peux aller dans d'autres horizons, tu peux voir quelque chose de plus d'un point de vue personnel et professionnel aussi. Donc je trouve que c'est vraiment important de parler français aussi. C'est bien dit, c'est bien dit. Et Catherine, est-ce que toi tu as... Moi, c'est ça, je viens du Québec. Ouais. Et quand je traverse en Ontario, comme je parle anglais aussi, je suis plus portée à parler en anglais en premier. Et je trouve ça un peu, pas dommage. J'aimerais ça pouvoir parler en français parce que ça m'est arrivé quand je parlais un peu moins anglais de commencer la discussion en français, puis on me regardait comme « Pourquoi tu me parles en français? » Donc, dans ces situations-là, je trouve que ça serait important de pouvoir parler français aussi. Mais maintenant, comme je m'adapte bien en anglais, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une importance nationale et mondiale que la capitale du Canada soit bilingue? C'est quoi l'effet? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous voyez à l'échelle internationale? C'est plus comme tu sais, nous, on est habitués à la réalité, mais comme Élise disait tantôt, elle, quand elle est arrivée en Ontario, elle s'attendait à ce que ce soit juste anglais, elle était surprise un peu du français. Donc, pour les Québécois qui viennent d'ailleurs au Québec, qui viennent à Ottawa, ils s'attendent à parler en anglais. Puis là, mais là, tu sais, si c'était bilingue, ça représenterait plus le Canada parce que le Canada est bilingue. Donc, eux, ce serait comme, tu sais, je peux parler français aussi. Ce serait bien de pouvoir représenter
correctement le Canada à travers la capitale. Est-ce que vous pensez que les provinces devraient s'appuyer pour essayer de soutenir ce français à travers le pays? Moi, je crois que oui, parce que je peux parler par une expérience personnelle. Il y a une activité qui s'appelle Destination Clic. Oui. Puis c'est toutes les communautés francophones, une été, ils se regroupent dans une communauté française au Nouveau-Brunswick où il y en avait aussi à Ottawa. Puis on discute de la francophonie, on en apprend plus. Puis je crois que les gens, parfois, ils connaissent pas toutes ces petites communautés-là qui parlent français en milieu minoritaire. Puis c'est important qu'eux soient connus puis qu'ils combattent avec nous. Mais c'est aussi important que les anglophones se joignent. C'est une question de justice. Puis je pense qu'ils savent que le français, c'est important aussi. Ils sont au courant. Oui, ben, moi, je sais que j'ai fait des tournées dans les écoles de théâtre à travers le pays, de l'ouest à l'est. J'adorais arriver dans des petits villages de 3000 personnes qui sont purement francophones, mais bien entendu hyper isolés, en particulier dans l'ouest du pays. C'est quelque chose de vraiment amusant de pouvoir arriver et tout à coup de réaliser que je peux parler français partout. Est-ce que, ma prochaine question pour vous, c'est est-ce que vous pensez que le Québec aurait un rôle là-dedans? Étant donné que le Québec, c'est la seule province où le français c'est la langue officielle. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province officiellement bilingue. Est-ce qu'il y a un rôle que le Québec pourrait porter aux autres provinces ou au moins aux autres francophones et francophiles du pays? Honnêtement, moi, je pense que c'est vraiment une question qui concerne juste la ville d'Ottawa. Je pense que si le gouvernement fédéral s'en mêlait, ou si le Québec s'en mêlait, ou si les autres provinces s'en mêleraient, et qu'eux, ils forçaient le bilinguisme sur la ville, après ça, les personnes qui vivent à Ottawa, ils seraient constamment fâchés contre ça, ils sentiraient ça comme une imposition, ils accepteraient pas ça. Peut-être qu'il y a des gens qui essayent de se rebeller contre ça, ils diraient « Ah, moi, je ne vais pas parler en français parce qu'on m'a forcé à faire ça ». Je pense que vraiment, si la décision est prise de faire d'Ottawa une ville officiellement bilingue, il faut que ça vienne de l'intérieur parce que sinon, ça ne va jamais fonctionner. Parce que sinon, les gens d'Ottawa... Ils ne vont pas être d'accord. Ils ne veulent pas que les autres imposent ça. Ils veulent qu'eux prennent la décision si elle est prise. Donc, pour toi, le défi, c'est... De convaincre les gens d'Ottawa... Les anglophones d'Ottawa d'aider, d'appuyer la cause. OK. Ouais. Intéressant. Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter? Oui? Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je crois que je suis d'accord avec l'idée, premièrement, que ça doit partir d'Ottawa. Il doit avoir quelque chose qui vienne proprement des citoyens d'Ottawa s'ils veulent le porter et le porter d'une façon durable. Mais je pense aussi que le Québec, qui est purement francophone, devrait les aider d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par des activités comme du théâtre ou des choses comme ça, des activités culturelles, pas nécessairement forcer le français aux gens, mais simplement leur donner le montrer aux gens, promouvoir le français comme c'est dit. Oui, Alexandre, je vois que... C'est pas nécessairement que le Québec mettrait le pied à terre et qui imposerait le français aux autres provinces, mais le Canada est reconnu comme pays bilingue, donc pourquoi pas devenir un pays, pas nécessairement un pays, mais d'après moi, la capitale devrait être bilingue. Donc le Québec c'est pas comme si le Québec était loin d'Ottawa, au contraire, c'est juste l'autre bord de la rivière, l'autre côté de la rivière, donc pourquoi pas aider Ottawa à devenir plus francophone? Le Québec pourrait très bien faire ça avec, comme par exemple, le théâtre et des activités comme Suleiman l'a suggéré. Et Karine aussi. Et ma question alors, ma prochaine question, ça serait, si mettons que le Québec était la seule province où on parlait le français, il y avait une défrancisation du pays, ça serait quoi l'effet du Québec par rapport au pays? Comment est-ce que le Québec pourrait se soutenir vis-à-vis vraiment un immense mur anglophone, pas seulement des États-Unis, mais du reste du pays? Est-ce que ça pourrait se soutenir? Ou est-ce que c'est important qu'il y ait d'une façon un lien entre le Québec et les autres provinces et les poches francophones dans les autres provinces pour essayer de créer un lien et un mode de support? Moi, juste pour répondre, oui. Je pense que c'est important. Je pense que le Québec pourrait se soutenir et je pense que c'est important qu'il y ait un lien. Et si, disons qu'on se projetait et qu'il y a une défrancisation et qu'il n'y a que le Québec qui parle français dans tout le Canada, je pense que, disons, on devrait voir les anglophones. Premièrement, c'est nos concitoyens, c'est un fait, mais comme nos frères anglais et eux, comme nos frères français, tu vois. Donc, on devrait s'entraider parce que le Canada, il y a plusieurs cultures. Il y a les Indiens, il y a les Amérindiens, pardon, des choses comme ça. Et puis, oui. Tous nous ensemble, on forme un. Donc, si une de ces communautés-là est un peu, comment dire,
mis vus en bas comme par rapport aux autres. On devrait les aider, comme, se mettre tous ensemble. OK. Est-ce que vous vous sentez tous de la même façon? Ben, c'est ça aussi, comme les communautés francophones qui sont un peu partout dans le pays. Si le Québec était la seule partie francophone, ça serait difficile pour eux de survivre parce que, ils ont beaucoup d'appui. Bien, pas beaucoup d'appui, mais comme, par exemple, si le Québec devenait indépendant, ça serait un peu plus difficile pour les communautés francophones de survivre à l'extérieur du Québec parce que, justement, le Québec, il en met beaucoup pour les lois, pour tout ça. Donc, dans un sens, le Québec soutient déjà les communautés francophones à l'extérieur du Québec. À l'extérieur du Québec, oui? Avec ses lois? Mais au fédéral, il y a beaucoup de lois qui ont été mises en place pour satisfaire le Québec, justement. Donc, les communautés francophones ailleurs au Canada bénéficient de ces lois-là. OK, oui, pour les services fédéraux. Fédéraux, oui. OK. Eh bien, j'ai une autre question, ce serait pour Hugo. Dans un milieu, en Europe, bien entendu, le français, c'est minoritaire, bien entendu, mais il y a plein de langues qui sont minoritaires. Comment est-ce que tu décriverais cette défense du français vis-à-vis de toutes ces cultures qu'on voit partout en Europe? C'est à peu près la même chose que j'avais dit auparavant. Le français, c'est vraiment important. C'est vraiment important partout dans le monde. Il faut qu'on parle le français parce que ça devient quelque chose d'important. Le français, c'est quelque chose que maintenant, par exemple, je peux donner un exemple, dans les Jeux olympiques surtout, on voyait qu'au passé, ils traduisaient en anglais et puis ils mettaient les voix des commentateurs, enfin des commentateurs, imaginons en Russie, ils le faisaient en russe et puis en anglais. Et puis que maintenant, on voit que les derniers Jeux olympiques à Sochi, en Russie, eh bien, c'était fait en français, en anglais et en russe. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment un changement et que le français prend place vraiment maintenant dans la société. Si je peux ajouter quelque chose. Bien sûr. Dû au fait que mon père est militaire, j'ai vécu pendant 3 ans en Allemagne. Sur la frontière et je joue au hockey aux Pays-Bas et j'allais à l'école aussi. Donc, j'ai côtoyé du monde de la langue et toutes ces personnes pratiquaient un très bon français parce que quelquefois, ils écoutaient des films qui étaient projetés à la télé en français, donc avec les sous-titres en hollandais. Donc, ils parlaient un très bon français. J'ai été très surpris de voir que du monde d'un pays comme la Hollande, ils parlaient français. Donc, je pense que le français en Europe, il prend beaucoup plus d'expansion et surtout partout dans le monde, donc pourquoi pas plus au Canada. Oui, c'est un peu moins isolé d'une certaine façon. Tout le monde veut partager les différentes cultures, les différentes connaissances. Oui. Ouais, c'est ça. J'étais vraiment surpris de voir du monde néerlandais parler en français. Je m'attendais vraiment pas. Et surtout un très bon français, comme un gros accent, mais même des enfants de 10-11 ans qui parlaient très bien français pour des enfants de 10-11 ans, j'étais très surpris de voir ça. Bien, on voit que c'est pas juste une question qu'on peut trouver ici à Ottawa, ni juste au national, mais à l'international. Le français a certainement une place importante. Et il y a certainement toujours des défis, mais on se trouve quand même à une bonne place. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé vos opinions et de m'avoir aidé avec cette discussion. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais conclure la conversation pour le moment, mais c'est certain qu'il y en a encore à dire. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci. À venir au sommet, Yann Leduc nous chante la pomme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous la dernière survivante du naufrage du Titanic, Madame Lucie Beaulac. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous, Madame Beaulac, vous étiez sur le bateau lors de la journée fatidique, n'est-ce pas? Bien sûr. Racontez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, nous étions à Southampton, en direction de New York, et puis à mi-chemin, le bateau a coulé.
Eh bien, voilà un témoignage fantastique. Vraiment, mais parlez-nous un peu des événements précédents le naufrage, Madame Boulac. Eh bien, c'était au beau milieu de la nuit. Nous étions couchés, endormis, et puis le bateau a fessé un iceberg. Il a fessé un iceberg, mesdames et messieurs. Ça concorde avec ce qu'on connaît déjà. Mais il n'y aurait pas quelque chose de souvenir personnel par rapport à cette nuit tragique, Madame Boulac? Non, pas du tout. Non. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui s'est passé? Non. Eh bien, c'est fascinant. Tout simplement fascinant. Moi qui avais toujours eu envie de m'entretenir avec une survivante du Titanic, eh bien, je dois dire que d'une certaine façon, cette envie est toujours présente. Donc, c'était Madame Boulac. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci, John. Ici au studio avec Yann. Ça va bien, Yann? Mais oui, toi? Yann Leduc, et on est pas mal extatique que vous êtes ici aujourd'hui. On veut juste que tu nous parles un peu de toi. D'où viens-tu? Moi, je viens de Plantagenet, en Ontario. J'ai entendu que c'est une ville assez bilingue. Est-ce que c'est vrai? Oui, pas mal toute la population est francophone, honnêtement. Pareil comme un peu partout au Québec, là. On est francophone de nature. Ah, c'est super. Le thème de notre émission, c'est le bilinguisme. Alors, c'est super d'avoir quelqu'un comme toi sur l'émission. Alors, parle-moi un peu de, premièrement, ta musique. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 6 ans. Puis, c'est mon père qui m'a acheté ma première guitare. Puis, éventuellement, avec l'école, les spectacles, la musique, ça a continué à grandir. Puis, aujourd'hui, j'ai pas mal de fun à faire ça. Puis, je commence à avoir des belles opportunités. Ouais, t'as vraiment un bon rythme. Je t'entendais avant, c'était comme super catchy. On voulait pas m'entendre, on voulait t'entendre. Puis, est-ce que as-tu des frères ou des sœurs ou Oui, j'ai une petite sœur de 5 ans plus jeune que moi, elle a 13 ans. Viennent-vous d'une famille musicale? Ton père a acheté la guitare? Oui, mon grand-père jouait de la guitare, puis ça a passé de génération à mon père, puis à moi. Quel est ton style préféré avec la guitare? Quel style aimes-tu jouer? Je suis plus folk. Si je regarde plus acoustique, j'aime bien ça. J'aime ça beaucoup. Et quel artiste est ton inspiration, tu dirais, avec la musique? J'en ai plusieurs. C'est un peu une question piège, ça. Mais si je regarde Louis-Jean Cormier, j'aime bien ce qu'il fait. OK. Et donne-moi un autre, si tu veux. Tu peux me donner plus qu'un. Je peux te dire, côté anglophone aussi, il y a John Mayer, qui est très bien. Une musique est très, très bon avec la guitare. En tout cas, sans plus tarder, on est vraiment, vraiment contente que vous êtes ici. Mais moi, je suis contente. Tout le monde, on espère que vous allez apprécier ceci. Et Yann, quelle chanson est-ce que tu vas jouer pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous jouer une compo qui s'intitule « J'espère que tu le sais ». Et c'est toi qui l'as écrit? Oui. Ah, c'est super. Merci beaucoup. On a vraiment, vraiment hâte. Bonne chance. On se rencontre en chum et qu'on a ben du fun. Mais surtout quand il manque pas personne. C'est ce genre de party qu'on a tous bien aimé. Et pour certains qui aimeraient bien se rappeler. Plus tard au restaurant, souper avec les enfants. On verra même pas passer le temps. Peut-être leur raconter nos histoires du passé, mais garder pour nous les plus osés
sais, quand on y pense, on a tout notre petit bout d'existence. Faudrait peut-être en profiter. On n'est pas là pour l'éternité. J'espère que tu le sais. Astoria, un cadran sur la face de notre argent. Sors le cash, si t'es pas content. Les minutes sont comptées, puis on se fait observer par des bidules proches de la voie lactée. Mes batteries sont à terre comme un char en hiver. Y a-tu juste moi qui aurait de la misère? Si c'est oui, dites-moi-les, ça serait bien apprécié. M'a payé quelqu'un pour me soigner. Mais tu sais, quand on y pense, on a tout notre petit bout d'existence. Faudrait peut-être en profiter. On n'est pas là pour l'éternité. J'espère que tu le sais. Oh, 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 mais qu'on a ben du fun, mais surtout quand tu manques pas personne. C'est ce genre de party qu'on a toutes bien aimé, et qu'on se gênera pas de recommencer. Sommet, les conséquences bien réelles de la cyber-intimidation. J'essayais de trouver toutes sortes de solutions, mais je n'étais pas capable, alors je pensais que c'est moi qui avais fait quelque chose de mauvais, alors. La force de caractère d'une victime d'intimidation. J'ai été voir mes parents, je leur ai dit que je pense que je devrais me suicider. Le sommet résonne avec Brandon Giroir. C'est déjà la fin de l'émission. Encore aujourd'hui, nous avons eu des super discussions avec les élèves de la Cité, n'est-ce pas? Oui. Ah, sérieusement, ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu aussi le projet étudiant hors du commun. Oui, un peu mystérieux. Mystérieux. Tu as fait une super entrevue avec Frédéric. Oui, super le fun. Et finalement, cette performance aussi d'un étudiant de la Cité. Merci beaucoup, Yann. Alors voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et soyez de retour au sommet demain, même heure. Au revoir. Ciao.